Donc je vais vous parler de cartographie de gestion des connaissances. Je vais d'abord commencer par me présenter mon cabinet. Donc, je suis directeur associé d'une cabinet de conseil en management qui s'appelle Knowledge Consult, cabinet en management qui est spécialisé dans la mise en œuvre de dispositifs de gestion des connaissances, travail collaboratif, gestion des contenus et veille. Donc on intervient depuis les phases amont des projets jusqu'à la mise en œuvre en assistance à maîtrise d'ouvrage et puis la pérennisation au travers notamment d'actions de conduite du changement. Donc, on intervient dans différents types d'entreprises, différents secteurs. Il y a quelques exemples ici. On est présent en France et au Maroc. En préambule, alors déjà ce que je vais dire, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, que je vais redire beaucoup plus rapidement, je vous rassure. Donc déjà en préambule, je vais parler de cartographie et de gestion des contenus. La cartographie, vous donner ma vision. Donc la cartographie d'information, pour moi, il y a deux aspects. Il y a donc la cartographie qu'on va appeler des cartes cognitives, donc le mind mapping, concept mapping. Ça, je ne vais pas en parler. Moi, je vais plutôt me concentrer sur la cartographie sémantique, les cartes sémantiques, où l'idée, en fait, c'est de faciliter l'appropriation de connaissances à partir de gros corpus de documents. Finalement, la cartographie sémantique cherche à rendre beaucoup plus simple et compréhensible la complexité, et certains anglo-saxons parlent de simplicité. Et finalement, c'est ce qui, pour moi, définit le mieux la cartographie de l'information. C'est essayer de rendre simple des choses qui sont très complexes. On va voir comment ça se passe dans le cadre de la gestion des contenus. Donc ça, c'était pour la cartographie de l'information. Pour la gestion des contenus, en fait, la gestion des contenus, qu'est-ce que c'est? C'est la définition et la mise en place d'un certain nombre de principes et de règles pour l'utilisation, la création, l'utilisation et l'archivage en fait, des contenus. Là, j'ai simplement formalisé un cycle de vie classique des documents. En fait, la gestion des contenus, entre autres, se focalise sur la manière de gérer et traiter ce cycle de vie des documents. Ce qui ne va pas apparaître dans ma présentation, mais qui est très important dans le cadre de la gestion des contenus, c'est le côté un peu complexité. Là, on voit, finalement, c'est un schéma extrêmement simple. On crée un document, on le publie, on l'archive, on le détruit. Mais derrière ça, dans une entreprise, en fait, on a énormément de systèmes d'information, énormément d'outils qui vont venir se positionner là-dessus. Alors, souvent, on a des projets de gestion des contenus, on va mettre en place une plateforme de gestion des contenus. Très bien, mais le problème, c'est qu'on a un outil de messagerie qui gère aussi toutes ces étapes plus ou moins bien, en fait, pour un type de document qui est la messagerie. Donc on a aussi des espaces de travail collaboratif qui, eux, vont se concentrer plus sur les documents de travail. La GED va être plutôt sur les documents de référence, donc plutôt sur ce qu'on va publier. Après, il y a des outils spécifiques sur l'archivage. Donc ce dont je ne vais pas vraiment parler, mais qui est vraiment sous-jacent et important dans la gestion des contenus, c'est toute cette complexité qui doit être adressée par la gestion des contenus. Donc, cartographie, gestion des contenus. Maintenant, où est-ce que peut intervenir la cartographie dans cette gestion des contenus? Ben, finalement, elle va intervenir au niveau de l'accès, l'accès au contenu. Derrière l'accès, en fait, la notion d'accès, il y a bien l'idée de je vais repérer l'information ou le contenu qui m'intéresse. Il y a aussi la notion de je le repère, j'y accède, mais surtout pour l'utiliser. Et derrière la notion d'accès, d'accès à l'information, il y a aussi la notion de je veux voir ou prendre connaissance rapidement de l'information sans forcément devoir accéder au document, au contenu qui est derrière. Donc finalement, la cartographie va venir vraiment traiter ce problème-là.
Alors là, sur ce schéma, qu'est-ce qu'on représente? On représente deux choses. On représente d'une part, sur l'axe vertical, l'information recherchée. Soit on sait ce qu'on recherche exactement, soit on ne sait pas. Je vais expliquer. Et puis il y a la manière dont on va exprimer son besoin pour trouver ces documents. Donc soit on sait, soit on ne sait pas exprimer. Lorsque, par exemple, on sait exprimer son besoin, mais qu'on ne sait pas ce qu'on va rechercher, c'est la recherche exhaustive. Par exemple, dans le cadre de litige ou dans le cadre d'un audit, on va avoir besoin de récupérer tous les documents qui parlent d'un projet en particulier, d'un domaine particulier. Donc on sait définir le domaine, on connaît bien son besoin. Par contre, on ne sait pas forcément ce qu'on va y retrouver. Donc c'est la recherche exhaustive. Bon, quand on sait ce qu'on cherche et l'information également, c'est la recherche par exemple. Donc on va donner par exemple un moteur de recherche comme requête un document. Et puis il y a tout l'aspect, on ne sait pas véritablement exprimer son besoin. Et on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. La recherche par navigation, c'est finalement la découverte. C'est dans ce cadre-là que la cartographie d'information va pouvoir apporter des éléments, puisqu'en fait, elle va traiter, analyser l'information et finalement donner une vision abstraite, assez loin peut-être des contenus, mais qui va faire ressortir certains éléments et qui va permettre justement, comme je disais, d'accéder rapidement à l'information, prendre connaissance de l'information dans son contexte, directement sur la cartographie. Alors pour pouvoir cartographier l'information, en fait, il va falloir organiser cette information. Ce qui est au cœur en fait de la cartographie. Finalement, la cartographie, elle ne fait que représenter des choses organisées. Donc, elle a besoin d'une certaine organisation. Et comment on organise des contenus? On les organise grâce à des métadonnées qu'on va leur affecter à ces contenus. Alors, ces contenus, ça peut être effectivement des documents bureautiques, mais ça peut être aussi des vidéos, des images ou des documents composites, des pages HTML contenant des vidéos, contenant des documents bureautiques. Donc, à ces contenus, on va leur affecter des métadonnées. Alors, des métadonnées, il y a trois grands types. Il y a les métadonnées descriptives, donc, qui vont permettre d'écrire le contenu, donc éventuellement des mots-clés, le titre, l'auteur, le sujet, etc. On va avoir également des métadonnées là plus structurelles. Donc, ça va être par exemple le format du document, et puis des métadonnées plus d'administration ou administrative, où là on va plutôt gérer les droits d'accès, éventuellement la personne qui a posté, et pas forcément l'auteur. Des fois dans le système de gestion des contenus, ceux qui postent les documents ne sont pas les auteurs, donc il y a des propriétés qui sont affectées à ces personnes-là. Donc, dans le cadre de la cartographie d'information, on va éventuellement utiliser les deux derniers types de métadonnées, mais surtout les métadonnées descriptives. Et pour pouvoir cartographier, analyser, affecter ces métadonnées, on a tout un cycle, donc là, qui est présenté de manière très très schématique et relativement simple, qui cache un peu la complexité du processus réel. L'idée, c'est qu'on part du document pour arriver effectivement après aux représentations cartographiques avec le calcul, mais donc, au milieu, on va définir un ensemble de métadonnées. Alors ces métadonnées, on va les définir de différentes manières. On va avoir en fait au centre tout un ensemble de mécanismes qui vont permettre d'affecter ou d'attribuer des métadonnées au document, et c'est ce sur quoi on va se pencher. Grosso modo, il y a à la fois ces méthodes-là ne sont pas forcément exclusives les unes des autres. Alors il y a en haut en fait tout ce qui est automatique, création automatique de métadonnées ou extraction de connaissances, de classification, et puis en bas tout ce qui va être un peu plus manuel, sachant qu'effectivement ces méthodes-là peuvent être combinées.
Donc on va commencer par l'étiquetage, l'affectation de métadonnées, l'étiquetage libre. On connaît tous le mot de tagging. On va aboutir à des folksonomies. L'idée c'est quoi? C'est de laisser libre les utilisateurs dans l'affectation de mots-clés, donc tagging. Alors les utilisateurs, ça peut être effectivement les lecteurs, ça peut être aussi les auteurs. Il y a des biais qui sont particuliers si c'est fait par des utilisateurs ou des auteurs, ou même des professionnels de l'information, parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision à la fois du contenu, de l'utilisation et du domaine. Donc l'étiquetage libre, pardon, là le principe est résumé et très simple. En fait, à un document, chaque personne va pouvoir affecter des tags, des étiquettes, et chacun avec sa vision particulière, soit une vision d'utilisateur, comme je disais, enfin, de consommateur d'informations, ou plutôt de producteur. On va aboutir à des folksonomies, et donc comme but de la visualisation d'informations, on va avoir les fameux nuages de tags. Là, c'est un exemple d'une plateforme de réseau social d'entreprise qui utilise le tagging justement par les auteurs pour, on va dire, caractériser leur publication. Donc c'est une manière d'aller naviguer dans les contenus existants et de prendre connaissance de tout ce qui est produit de manière globale dans des groupes particuliers, des communautés particulières, etc. Le problème avec le tagging, il y en a énormément. D'une part, comme c'est de l'étiquetage libre, chacun peut mettre ce qu'il veut, il n'y a pas forcément de directive et d'homogénéité dans l'affectation des tags. On peut avoir des pluriels, du singulier, différentes langues, etc. Ensuite, comme je disais, ça reflète une vision particulière, celle de l'utilisateur, celle de l'auteur ou celle du professionnel de l'information, qui ont des visions radicalement différentes, donc on a un mix de tout ça. Et après, pour la représentation, en fait, les nuages de tags, c'est souvent on change de police de caractère ou de taille pour présenter les concepts les plus importants, mais déjà, on ne représente pas forcément tous les tags. Tous les tags ne sont pas forcément représentés, donc on a une vision assez parcellaire des choses, avec un certain nombre de... Donc, pour essayer d'améliorer les choses, on peut utiliser des méthodes d'étiquetage automatique, ou en tout cas d'extraction de connaissances pour affecter les métadonnées automatiquement. Et l'une des deux approches, c'est la classification automatique. Donc, la classification automatique, l'idée c'est quoi? C'est on prend un corpus documentaire et on le catégorise par rapport à un plan de classement existant. C'est-à-dire qu'on connaît déjà les catégories en amont et on va demander au logiciel qui va utiliser différents algorithmes de reconnaître la catégorie à laquelle appartient un document. Par exemple, parce qu'il y a un mot-clé ou des mots-clés qui sont importants et qui reflètent la catégorie, ou bien par des méthodes d'apprentissage, le modèle du document représente le modèle de la catégorie. Donc ça, c'est une première façon d'affecter finalement, dans les fameuses métadonnées descriptives, une catégorie automatique au document. Après, il y a le clustering. Le clustering, c'est, on ne sait pas les catégories on ne sait pas vraiment comment on veut classer les documents, par contre on sait qu'on veut les classer. On veut que le logiciel trouve automatiquement des catégories, et donc trouve des similarités entre différents documents et crée des clusters, crée des catégories de manière complètement automatique. Donc, en termes de visualisation de l'information, ça peut se représenter de cette manière-là, les trimaps, donc la représentation d'un arbre en R. Chaque carré représente en fait une branche, une catégorie. Chaque catégorie est divisée en petits rectangles, rectangles carrés qui sont en fait des sous-parties, etc. Et plus le carré est grand, plus la catégorie est importante, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de documents à l'intérieur. Donc bon, ça c'est juste pour présenter un exemple de ce qu'on peut obtenir à partir de la catégorisation automatique d'un point de vue visuel. Si vous avez la slide d'avant, non. Ah oui, non, voilà.
le premier, c'était la classification automatique. Là, c'est le clustering. Bon, on l'a déjà présenté, donc je vais passer beaucoup de temps. Par contre, là, ce qu'on voit effectivement, j'ai lancé une requête qui était, je crois, la visualisation de l'information en anglais, parce que j'ai remarqué que ce moteur-là marche mieux qu'en anglais. Donc, du coup, ça nous ressort un certain nombre de concepts, et on voit qu'à l'intérieur, par exemple, de data visualization, il y a effectivement d'autres catégories. Donc, c'est une sorte de tree map, sauf que là, on n'a pas des carrés, mais des formes un peu plus géométriques, et puis on a la même chose présentée de manière on va dire, circulaire. L'autre moyen d'affecter des métadonnées automatiquement, c'est faire de l'extraction de connaissances automatique. Donc, il y a soit l'extraction d'entités nommées, soit l'extraction de relations. L'extraction d'entités nommées, en fait, ce qu'il va faire, c'est que dans le texte, l'outil de text mining va repérer automatiquement différentes entités. Généralement, l'extraction d'entités nommées repère des entreprises, des lieux, des dates, des noms de personnes. Donc là, dans la phrase Skype a été racheté par Microsoft en, je ne sais plus, mais ça doit être en 2011, le logiciel va effectivement identifier que Skype, Microsoft, c'est une entreprise et la date, c'est 2011. Donc ça donne une première information et ça permet justement d'extraire des métadonnées et de les affecter automatiquement dans la partie descriptive. Il y a une autre possibilité, on peut aller un peu plus loin, mais ça demande beaucoup plus de paramétrage et de forage pour le faire, c'est l'extraction de relations. On va pouvoir détecter un certain nombre de relations. On a donc détecté qu'il y avait donc des entreprises dans la phrase. L'extraction de relations, elle, va aller chercher des sortes de schémas et repérer, là, par exemple, toutes les actions d'acquisition, de fusion. Donc, par la structure et les structures qu'on aura définies, les schémas, les canevas, on va pouvoir traiter automatiquement ce qui est à l'intérieur du document et savoir qu'il y a eu une acquisition, c'était une acquisition qui a été réalisée par Microsoft, que la société cible c'était Skype et que ça s'est fait en 2001. Donc ça va permettre non plus d'affecter des tags de n'importe comment, mais de définir des métadonnées, quelle est la cible, est-ce que ça concerne ce document, c'est plutôt une acquisition, ça a été fait en 2011, pour quel montant, etc. Donc ça, après, on peut le représenter sous forme de graphe. C'est des exemples, on en a vu plusieurs. En fait, on voit les entités qui ont été extraites. Là, j'ai pas de représentation de relation juste après. Mais on voit des entités nommées qui ont été extraites, des noms d'entreprises, des noms de personnes. On voit qu'elles sont reliées les unes aux autres. Donc ça donne déjà une certaine information et on peut aller derrière accéder au document. Si maintenant on souhaite aller un peu plus loin, parce que l'extraction automatique, ça fonctionne plutôt bien, mais dans des domaines qui sont bien cadrés, lorsqu'on a des bons vocabulaires derrière, les bons algorithmes qui connaissent bien le domaine. On peut aller un peu plus loin en faisant ce que j'ai appelé l'étiquetage contrôlé. L'idée, c'est de faire de remplir des métadonnées, mais là, de manière manuelle. Alors, contrôler, il y a plusieurs aspects pour gérer ces documents contrôlés. Il y a les listes d'autorités, on va aller du plus simple au plus compliqué. Les listes d'autorités, donc une liste d'autorités, c'est en fait une liste de noms qui ont été bien définies, qui représentent par exemple un domaine, et donc les personnes qui vont aller taguer l'information, en tout cas rajouter des métadonnées, vont juste choisir dans cette liste les mots. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas le problème du tagging libre, on est vraiment sur des choses contrôlées. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin dans les taxonomies, c'est-à-dire que là, les termes, par exemple issus d'une liste d'autorité, vont être classés du générique au spécifique. Donc, plan de classement, on va avoir véhicule, ça contient quoi? Des automobiles, des voitures, des automobiles, des camions, etc., etc.
Donc on va aller du générique au spécifique, hein, et donc on va aller un peu plus dans, on va pouvoir affecter donc, effectivement là des catégories, toujours pareil de manière contrôlée. On va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la complexité et rajouter des relations, la relation générique spécifique avec le thésaurus, où là on va avoir des relations d'équivalence et d'association, donc synonyme ou d'association, un terme est associé à un autre sans forcément être synonyme. Donc ça va permettre d'aller un peu plus loin donc dans l'affectation des métadonnées, certes, mais surtout après dans l'exploitation des liens, des relations qui existent entre les métadonnées et les termes pour pouvoir naviguer dans les différents documents, les différentes cartographies de documents. Et puis enfin, en termes de complexité, les ontologies, où là, finalement, on va agrandir le nombre de relations. On en avait 3 dans les thésaurus. Là, on va définir tous les types de relations que l'on souhaite, affecter en plus des attributs, des propriétés particulières aux concepts, aux classes, et pouvoir éventuellement faire de l'inférence. L'idée dans les ontologies, c'est de pouvoir représenter un domaine de manière intelligible, et de comprendre par exemple qu'un brevet, c'est effectivement déposé par des sociétés. Ces sociétés ont une certaine gouvernance, sont partenaires de telle société, il y a des co-déposants, etc., etc. Donc voilà une représentation qui peut utiliser des vocabulaires contrôlés. Là, c'est un exemple de représentation de brevets. Ouais. En blanc, on a les brevets, et puis dans différentes couleurs, on a les déposants, les inventeurs, les brevets liés, les classes, etc. Donc on peut aller effectivement naviguer dans tout ça de manière un peu plus simple, toujours en ayant une vision sans, comme je disais, vision rapide dans l'environnement, sans devoir accéder forcément directement au contenu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire finalement par rapport... Donc j'ai parlé de contenu, j'ai parlé d'information, mais à aucun moment j'ai parlé de connaissance. En fait, la cartographie de l'information se positionne comme un outil finalement, dans le cadre de la gestion des contenus, comme un outil facilitant l'appropriation de connaissances et la gestion des connaissances. L'idée étant de dire que, bon, c'est très basique cette vision-là de l'information et de la connaissance, mais c'est pour bien expliquer. Une information, c'est une donnée qui est en contexte, par exemple la température est de 6 degrés. C'est juste une information, c'est une donnée, 6 degrés, c'est dans un contexte militaire météo. Mais finalement, ce qui nous intéresse, c'est pas l'information de la température, ça ne nous intéresse pas. Par contre, on va l'utiliser pour pouvoir, par exemple, s'habiller chaudement. S'il fait 6 degrés, à ce moment-là, on va s'habiller chaudement. Donc finalement, une connaissance, c'est quoi? C'est une information qu'on va utiliser. Et donc, la cartographie de l'information, notamment dans la gestion des contenus, va permettre finalement de tirer profit et Oui, on va exploiter effectivement l'analyse de ces gros corpus, faire ressortir ce qui est le plus important pour faciliter l'appropriation de l'information par les utilisateurs, information qui est dans son contexte et qui est aussi dans le contexte de l'utilisateur. Donc voilà rapidement ce que je voulais raconter sur la cartographie et la gestion des